Non, mais on a chassé ton petit-fils hier de l'école et son père que tu connais là ne dit rien de bon. En plus de ça, ton neveu a avalé le clou hier et il faut l'amener à l'hôpital. Si vous faites partie de la diaspora ou si vous êtes celui ou celle qui a réussi à s'élever financièrement au sein de votre famille élargie, sur le continent ou ailleurs, alors ces messages font partie de votre quotidien. Ils arrivent très souvent à l'improviste, au moment où vous y attendez le moins. Juste après votre virement de salaire ou au moment où vous essayez enfin de mettre un peu d'argent de côté pour vos projets personnels. Bonjour à tous et bienvenue dans notre espace de réveil, de réapprentissage et de découverte. Ici, on s'éduque, on apprend et on construit. Aujourd'hui, nous allons briser l'un des plus grands tabous financiers, psychologiques et culturels de notre chère Afrique. Selon d'où vous venez, on l'appelle communément la taxe familiale, l'aide familiale, le syndrome du transfert d'argent ou la gestion de la famille élargie. Stop, je te vois venir. Oui, toi qui me regardes, et je voudrais de prime abord préciser quelque chose. Qu'on se comprenne dès les premières minutes de cette vidéo. La solidarité, l'amour de la famille et le soutien aux nôtres sont des valeurs fondamentales que nous chérissons. Ce sont des piliers magnifiques de notre identité. Mais aujourd'hui, nous allons parler avec beaucoup de franchise et d'honnêteté. Pour beaucoup parmi nous, cette solidarité est devenue avec le temps une prison financière. C'est le gouffre invisible qui vous empêche de vous développer, d'investir, de bâtir votre propre patrimoine et celui de votre famille, et même de sécuriser l'avenir de vos enfants. Et ceci n'est pas le plus grave dans cette affaire. Le pire est que dans tout cela, vous vivez avec une certaine culpabilité. Cette peur viscérale d'être qualifié d'égoïste ou d'enfant ingrat si vous osez dire non. Dans cette vidéo, nous allons remettre les choses en ordre à partir de notre histoire. Comprendre d'abord ce qu'est la vraie solidarité et l'entraide au sens de nos ancêtres nous permettra de mieux agir dans le futur. Sur la base de ces faits historiques, nous allons défaire le système d'assistanat qui gangrène nos familles et notre société pour construire la véritable entraide. Comment fonctionnait la solidarité dans l'Afrique traditionnelle et en quoi cela consistait? Pour comprendre cela, faisons un saut dans le passé avant que nos structures sociales ne soient bousculées. Dans l'économie précoloniale, qui était principalement une économie d'agriculture et communautaire, la richesse ne se mesurait pas au nombre de billets de banque que l'on possédait, mais à la capacité de production et aux bras disponibles pour travailler la terre. La solidarité ici n'était pas un transfert passif de devises ou d'argent pour acheter de la nourriture ou des vêtements. L'entraide était active, structurelle et basée sur l'outil de travail. Prenons un exemple. Si une famille traversait une crise, comme un cas de maladie du chef de famille, ou alors si ce dernier venait à mourir, la communauté se cotisait, pas pour lui envoyer de l'argent, pour qu'il s'assoie et consomme. Non, la communauté s'organisait en ce qu'on appelle en anthropologie le travail coopératif. Au Cameroun, par exemple, un pays paménéké ou un pays béti, les associations d'entraide villageoises comme les tontines de travail se rendaient ensemble dans le champ de la famille en difficulté pour s'aimer, labourer ou récolter à leur place. En Afrique de l'Ouest, chez les Mandingues, on retrouve exactement le même concept sous le nom de Sanké. Vous comprendrez avec moi que l'aide ici consistait à maintenir la capacité de production de l'autre. On ne lui donnait pas du poisson chaque fin de mois pour se nourrir. On s'assurait que sa pirogue et ses filets soient en état de naviguer. L'historienne Catherine Kockeri-Vidrovitch, dans son livre L'Afrique de l'Ouest bloquée, dévoile ses recherches sur les structures économiques africaines précoloniales. Elle démontre que la solidarité africaine originelle n'était pas de l'assistanat, mais un système d'assurance mutuelle basé sur la réciprocité. Le principe étant très simple, si je t'aide à bâtir ta case aujourd'hui, c'est parce que demain tu m'aideras à bâtir la mienne. C'était un échange de flux de travail. L'idée qu'un seul membre de la famille s'en aille en ville ou à l'étranger, travaille 14 heures par jour et doive nourrir à lui seul 15 personnes, valide de rester sur place qui ne produisent rien,
Ce concept était une hérésie historique. Cela n'a jamais existé dans l'Afrique traditionnelle. Nos aïeux étaient bien trop rigoureux et pragmatiques pour accepter un modèle aussi déséquilibré. Vous devez certainement vous demander si tel était le cas. Comment en est-on arrivé là aujourd'hui? Quel a été le déclencheur qui nous a fait passer d'une solidarité productive à un assistanat financier toxique? Le premier coupable historique est l'introduction brutale de l'économie monétaire coloniale et un outil de soumission bien précis, l'impôt de capitation, c'est-à-dire l'impôt par tête ou par individu. Avant la colonisation, les populations vivaient dans une économie de subsistance et de troc où la monnaie occidentale n'avait pas de valeur. Pour forcer les Africains à travailler dans les plantations coloniales, dans les mines ou à produire des cultures de rente comme le café, le cacao destiné à l'exportation, l'administration coloniale a exigé que chaque homme adulte paye un impôt en monnaie coloniale. Selon les diverses colonies, on avait le franc CFA, le livre sterling, etc. Vous pouvez étayer ces faits historiques dans l'ouvrage de l'économiste égyptien Sami Amim intitulé Le développement inégal ou encore les écrits du procès camerounais Achille Bembe. Ce dernier explique comment ce système a brisé la cellule familiale africaine. Écoutez bien ce qui va suivre car c'est là que tout se joue. Pour payer cet impôt sous peine de prison ou de travaux forcés, les familles ont dû choisir leurs membres les plus forts ou les plus intelligents pour les envoyer vers les grands centres urbains ou les chantiers coloniaux afin d'obtenir un salaire en monnaie blanche. Du jour au lendemain, la survie juridique et physique de tout un village s'est retrouvée dépendante du salaire de la seule personne qui avait réussi à s'insérer dans le système colonial. C'est à ce moment précis de notre histoire qu'est né le traumatisme de la dépendance. L'argent est devenu une source rare, centralisée entre les mains de quelques-uns, tandis que le reste de la communauté se voyait privé de l'accès autonome à ses propres ressources économiques telles que les plantations et les élevages comme jadis. Le transfert d'argent moderne que nous connaissons n'est pas une tradition culturelle de générosité. C'est un réflexe de survie hérité d'un système d'oppression fiscale. Nous répétons aujourd'hui en 2026 un comportement de crise qui s'est installé au début du XXe siècle. Aujourd'hui, ce réflexe de survie d'antan s'est transformé en un double piège psychologique destructeur, tant pour l'émetteur que pour le récepteur. Analysons ce qui se passe dans les deux camps et vous allez sûrement vous reconnaître quelque part. Du côté de celui qui envoie de l'argent, je veux parler ici de la diaspora, de l'entrepreneur, du cadre supérieur en ville. Il y a ce qu'on appelle en psychologie la culpabilité du survivant. Parce que vous vivez dans un environnement plus confortable, maison spacieuse, bien aménagée, wifi à volonté, etc. Ou parce que vous touchez un salaire à l'étranger qui paraît astronomique une fois converti en monnaie locale, vous culpabilisez de votre confort. Vous vous dites, qui suis-je pour m'acheter une voiture, pour aller au restaurant ou pour investir dans des projets alors que ma tante n'a pas de quoi acheter ses médicaments. Cette culpabilité vous pousse à saboter votre propre croissance financière. Vous arrivez même à donner l'argent de votre épargne, l'argent pour vos investissements, qui constitue en réalité votre semence, pour venir au secours de certains dans votre pays natal. Mais voici la triste réalité en faisant cela. En dilapidant ainsi votre semence, vous n'aidez pas votre famille sur le long terme. C'est très simple. Vu que vous avez dépensé l'argent qui devait servir à l'investissement ou des assistances, alors vous n'avez rien semé. Et puisque vous n'avez rien semé, vous n'aurez rien à récolter pour continuer à aider votre famille dans le futur lorsque toute votre semence sera épuisée. Et en plus de cela, vous avez rendu les personnes autour de vous dépendantes de votre aide et paresseuses à la limite. Vous avez créé ce que l'économie appelle la dépendance systémique. Regardons un peu du côté de ceux qui reçoivent. À force de savoir qu'en cas de crise, un loyer en retard, des frais de scolarité, la fête, la cérémonie ou la maladie, il suffit d'un message WhatsApp ou d'un appel pour que l'argent soit envoyé par Western Union, TapTapSend ou Mobile Money
La créativité économique locale s'éteint à petit feu. Les receveurs se demandent pourquoi prendre le risque d'entreprendre si mon grand frère vit en Europe. Pourquoi accepter un travail difficile au pays si l'on sait que la grande sœur en Europe ou à Douala va envoyer de l'argent? Vous êtes certainement plein de bonnes intentions et pensez faire preuve d'amour, mais en réalité, vous infantilisez vos proches. Vous les privez de leur capacité à développer leur résilience économique propre. Vous devenez leur drogue financière et ils deviennent vos créanciers émotionnels. Et le jour où vous n'avez plus les moyens d'envoyer, ou le jour où vous dites non parce que vous devez payer vos propres factures ou vos propres dettes, vous devenez le méchant ou la méchante. Alors, comment sortir de ce piège? Comment briser ce cercle vicieux sans renier notre identité, sans abandonner nos parents et nos proches et en restant fiers de notre culture? La réponse, elle est toute simple. Nous devons décoloniser notre générosité et retourner à la méthode ancestrale. Nous devons passer de l'assistanat monétaire à la solidarité de production. Voici quelques actions concrètes que je vous propose à cet effet. La première action à mener est de budgétiser votre solidarité. J'ai eu à évoquer ce point dans la vidéo de janvier où je vous montrais comment suivre et planifier ses dépenses. Aujourd'hui, avec cette vidéo et les explications apportées, je pense que vous comprenez mieux pourquoi cela est aussi important. Ce fonds de solidarité ou d'aide doit représenter un pourcentage fixe de vos revenus, par exemple 5%, ou une somme que vous êtes psychologiquement et financièrement prêt à donner sans que cela ne mette en péril votre épargne ou vos investissements. Et j'insiste là-dessus. Une fois que ce conteneur est vide, que ce soit le 10 ou bien au milieu du mois, la banque est fermée. Si une demande arrive au moment où le budget est épuisé, répondez tout simplement que vous n'avez pas les ressources nécessaires et qu'il faudra attendre le mois prochain. Ou encore, répondez sans aucune justification que vous n'êtes pas à mesure de venir en aide à la personne à ce moment précis. La discipline financière commence par la fixation des limites saines et c'est ce que nos parents faisaient. Ils ne donnaient jamais leurs semences à manger afin de venir en aide à un frère ou à une famille. La deuxième action à mener qui est tout aussi importante, c'est de choisir ce que vous financez. Ne mettez pas votre argent dans tout et n'importe quoi, parce qu'il est destiné à l'aide. Prenez toujours la peine de vous demander et de vous rassurer de l'objectif de la demande. Financez l'utile et jamais l'agréable. Ceci revient directement au modèle de solidarité agraire de nos parents. Ils labouraient ton champ si tu étais dans l'incapacité de le faire, en cas de maladie par exemple. Donc, si un membre de ta famille vous demande de l'argent de manière répétitive pour son loyer ou sa nutrition, refusez le transfert direct d'argent et à la place, proposez-lui de financer un outil de production comme un commerce local par exemple, pour lui permettre de payer par ses propres moyens désormais son logement. Vous pouvez encore choisir une formation qui lui permettra d'obtenir une certification et par la suite un travail. Si la personne refuse et insiste pour avoir du cash, alors vous comprendrez systématiquement qu'elle ne cherche pas à s'en sortir, elle cherche la facilité. Bien évidemment, cela ne passera pas par vous. Honorer l'héritage de nos parents, c'est en réalité investir dans l'autonomie de nos frères et sœurs. La troisième action qui pour moi est la plus importante, c'est l'éducation de nos familles. Dans de nombreuses familles, l'argent fait encore partie des sujets tabous. Il y a des idées qui amènent souvent les uns et les autres à penser que celui qui vit à l'étranger ou en ville ramasse l'argent sur les arbres ou a une vie remplie d'abondance. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il est nécessaire d'expliquer à vos proches que vous ne répondrez pas toujours à leurs demandes car vous avez votre propre vie à mener. D'autre part, que vous ne répondrez pas favorablement aux demandes dites urgentes car vous avez un planning et vous avez besoin d'organiser vos dépenses et de planifier vos aides. Cette éducation passe également par la compréhension de la véritable solidarité qui n'est pas toujours financière. Je prends un exemple simple d'une cousine qui est malade et se trouve à l'hôpital pour quelques jours. Le fait que moi, personne vivant à l'étranger, je demande à ma mère de prendre chez elle l'enfant de la dite cousine et s'en occuper le temps de sa convalescence est une aide et un exemple même de la solidarité.
Je voudrais à travers cet exemple pointer du doigt les personnes qui exigent toujours que l'argent leur soit transféré en cas de problème, alors qu'il y a 1001 façons de venir en aide à quelqu'un. Et ce n'est pas à toi, personne qui demande de l'aide, de définir comment les autres te viendront en aide. Et tu n'as non plus le droit de simplifier la solidarité faite à ton égard. Au contraire, tu as le devoir de rendre l'appareil le moment venu. Désormais, vous avez toutes les clés en main. Vous savez que protéger et sécuriser votre épargne et vos investissements, ce n'est pas tourner le dos à vos origines, c'est sécuriser votre sémence. C'est exactement le contraire en fait. Si vous donnez toute votre sémence financière chaque mois pour régler les problèmes de consommation immédiate, vous resterez pauvre et votre famille s'appauvrira davantage. Vous ne ferez que prolonger le système de précarité hérité de la colonisation. Mais si par contre vous avez le courage de poser des limites, de protéger votre capital pour l'investir dans la terre, des entreprises solides, dans 5 ou 10 ans, vous serez devenu un véritable pilier économique capable de bâtir une économie durable pour sa communauté et de changer définitivement le destin de votre lignée et celui de vos proches. Merci à tous ceux et celles qui sont restés jusqu'ici. Je sais que le sujet que nous venons d'aborder peut bousculer ou faire peur. Surtout que beaucoup parmi nous ont peur du regard de la famille et du qu'en dira-t-on. Alors, parlons-en ouvertement dans les commentaires. Quelle est votre situation actuelle avec l'aide familiale? Avez-vous déjà essayé de dire non et comment cela s'est-il passé? Quels sont les blocages ou les peurs qui vous empêchent de changer la donne? Racontez-moi vos histoires et anecdotes dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous. Si vous souhaitez qu'on continue à désapprendre nos mentalités financières et à grandir ensemble, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. Partagez ce contenu à une personne qui a besoin d'entendre ces paroles et de se libérer. Prenez soin de vous et de vos finances et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. On est ensemble.